C'est un pays producteur de pétrole dont on parle peu, à la suite d'un séminaire sur les droits de l'homme organisé par le Parlement européen. Plusieurs cas ont été recensés, une aubaine pour l'opposition équato-guinéenne qui souhaite se faire entendre pour faire fléchir le pays. Juan Carlos Odoangue, bonjour. Bonjour Madame Epoté. Vous dirigez la plateforme de l'opposition équato-guinéenne, Nexos Guinée équatoriale. Comment êtes-vous parvenu à sensibiliser le Parlement européen sur la question des droits de l'homme alors que la Guinée équatoriale figure rarement sur l'agenda international? Il y a actuellement une enquête judiciaire en cours en Espagne sur un réseau d'espionnage qui porte sur des enlèvements, des assassinats de dissidents et d'opposants politiques, des assassinats ciblés. Et donc cette enquête est actuellement en cours auprès de l'Audiencia nationale en Espagne. Il se trouve que parmi les personnes affectées par ces agissements du régime de Guinée équatoriale, il y a plusieurs binationaux. Et donc c'est d'abord le gouvernement espagnol qui s'est saisi de cette affaire. Et puis l'opinion publique espagnole a naturellement été choquée, interpellée. Et par le biais d'un groupe d'eurodéputés espagnols, le Parlement a été saisi de cette affaire. Alors c'est à partir de cela que nous avons été associés aux travaux du Parlement. Nous avons été invités au séminaire pour évoquer la situation des droits de l'homme en Guinée équatoriale. Mais au vu de ce constat fait par le Parlement européen, comment comptez-vous faire fléchir Malabo? Bon, comme vous savez, c'est la plus vieille dictature du monde. C'est une dictature militaire qui jouit d'une fausse respectabilité du fait notamment de ses relais importants auprès des élites politiques espagnoles, surtout. Mais les violations des droits de l'homme sont un fait constant, récurrent, qui est reporté périodiquement par les organisations internationales qui sont spécialisées dans la protection des droits de l'homme. Et donc, par la création de cette plateforme qui regroupe donc les principaux partis politiques d'opposition et les principaux activistes, nous essayons justement de briser l'omerta, de briser la loi du silence, de contrecarrer cette politique négationniste et d'occultation que mène la dictature depuis plus de 45 ans maintenant. Alors vous n'hésitez pas à comparer la Guinée équatoriale à la Corée du Nord. C'est un peu excessif quand même. Non, ce n'est pas du tout excessif, madame. Je suis un témoin privilégié du fonctionnement réel des institutions du pays, de par mon passé, de par les fonctions que j'ai occupées dans le pays. Et donc, non, ce n'est pas une exagération d'affirmer que parmi toutes les autres dictatures qui sévissent en Afrique en ce moment, celle de la Guinée équatoriale se détache de par son penchant répressif et liberticide. Alors de 2015 à 2018, vous avez présidé la Cour suprême en Guinée équatoriale. Pourquoi dénoncer aujourd'hui une situation que vous avez pratiquement cautionnée? Il faut que l'opinion comprenne que l'institution judiciaire ne participe pas de l'engagement politique en faveur de la dictature. L'institution judiciaire, bien au contraire, elle a pour fonction de garantir l'assujettissement du gouvernement, du pouvoir politique au droit. Ce qui, bien sûr, renferme une contradiction, parce que la dictature, par principe, est une autocratie, et donc elle est antinomique du fait du respect du droit. Et donc moi, en tant que président de la Cour suprême, j'ai été résolument engagé dans la défense de l'état de droit, dans mon obligation, en exercice de mon obligation d'évocation des dysfonctionnements du pouvoir judiciaire. Et donc j'ai pris fait et cause pour l'état de droit. J'ai toujours défendu l'indépendance du pouvoir judiciaire et j'ai ouvertement fustigé l'impunité statutaire dont bénéficient les détenteurs du pouvoir politique en Guinée équatoriale. Vous savez très bien que son fils ait été condamné par la justice française pour des faits très graves de détournement de deniers publics, en Guinée équatoriale, ces faits n'ont donné lieu à aucune action légale, bien que l'infraction pénale principale ait été commise en Guinée équatoriale. Mais quels sont les faits aujourd'hui qui font que vous êtes en rupture avec
Obiang-Nguema? Comme je vous le disais tantôt, je n'ai jamais milité, je n'ai pas de passé de militant politique. Du fait justement de mon engagement en faveur de l'état de droit, le régime politique l'a assimilé à une forme de dissidence politique. Et donc, en 2020, devant 3 ambassadeurs occidentaux, j'ai fait l'objet d'une tentative d'assassinat, bon, ce qui m'a obligé à quitter, à abandonner le pays. Vous êtes en exil aujourd'hui. On peut dire ça comme ça. Et que compte faire le Parlement européen après ces enquêtes? Le Parlement européen a adopté une première résolution qui condamne ouvertement le régime politique en place en Guinée équatoriale. Il y a eu par la suite un séminaire d'évaluation de l'incidence de cette résolution. Bien sûr, les instances pan-européennes, toutes les instances ont été sollicitées en vue de la mise en œuvre de cette première résolution. Le dernier séminaire auquel nous avons pris part la semaine dernière, le 13 février, il a été sollicité pour évoquer un peu, pour réévaluer le cadre de collaboration avec les instances européennes du fait de l'adoption de l'accord de Samoa qui remplace donc l'accord de Cotonou. Parce que l'accord de Samoa est beaucoup plus ambitieux, fixe un cap différent, établit de nouveaux paradigmes, oblige les États membres de l'Union européenne à réévaluer leurs relations avec les États africains, avec des dictatures telles que celle qui prévaut dans mon pays, à l'aune des principes démocratiques, tels que la défense des droits de l'homme, la promotion de la démocratie, etc. C'est dans ce cadre-là que nous avons réévalué la collaboration qui existe actuellement entre les instances pan-européennes et la société civile équato-guinéenne. Alors, au sein de la plateforme de l'opposition que vous présidez, hein, Nexos Guinée équatoriale, quels sont les partis d'opposition qui se retrouvent au sein de cette plateforme et quels sont vos moyens pour être audibles? Comme vous savez, la dissidence en Guinée équatoriale est quasiment de l'ordre du délictuel. Et elle est très sévèrement réprimée par la dictature. Donc officiellement, nous avons certains partis politiques qui font partie de la plateforme, tels que FDR, le Front démocratique républicain, le mouvement d'autodétermination de l'île de Bioko, et la coalition CORED qui regroupe plus de 10 partis politiques et plusieurs ONG. Donc la plateforme, elle regroupe l'essentiel de toutes les forces progressistes du pays. Et les moyens que nous avons, nous essayons de sensibiliser l'opinion publique, nous essayons de convaincre les instances pan-européennes de la nécessité de favoriser une transition politique pactée en Guinée équatoriale après 45 ans de dictature militaire. Mais le Parlement européen a-t-il les moyens de faire pression sur le gouvernement de Malabo? C'est le Parlement européen qui évalue, dans le cadre de son mandat et avec les moyens à sa disposition, dans quelle mesure elle peut porter assistance au peuple de Guinée équatoriale. Parce que, comme vous le savez, après 43 ans de dictature, en novembre 2022, le mandat du dictateur a été reconduit pour 7 ans. Qui se termine en 2029. Voilà, par un vote où il s'arroge plus de 96% des suffrages exprimés. Donc, ce qui voudrait dire qu'après 43 ans de dictature, 96% de la population équato-guinéenne est toujours enchantée de l'œuvre que réalise le dictateur. Depuis 1996, le pays fait partie des pays producteurs de pétrole et à l'inverse de plusieurs pays africains, la Guinée équatoriale ne semble pas être touchée par la malédiction de l'or noir, bien au contraire, car le pays a quand même enregistré des développements. C'est quand même à mettre au crédit d'Obiang-Nguema. Oui, il faut bien distinguer de ce qui relève de la communication politique, de la démagogie, des objectifs réels qui ont été atteints grâce à la manne pétrolière. Actuellement, tout en étant profane, mais je suis néanmoins conscient de l'impact de la pauvreté dans mon pays. C'est-à-dire qu'au cours de la décennie 2000-2013, la Guinée équatoriale produisait plus de 500 000 barils jour, alors que le baril était à plus de $100. L'on dénombre plus de 45 milliards d'income en termes de rente pétrolière. Actuellement, le pays se retrouve avec un taux de pauvreté de l'ordre de 80%. Certes, ils ont accompli
une certaine transformation physique du pays. Au niveau des infrastructures, notamment. Oui, mais ce sont des infrastructures qui ont été surévaluées. Vous savez, construire des routes dans un pays comme la Guinée équatoriale, qui est 20 fois plus petit que le Gabon, ça ne relève pas de l'impossible, surtout quand on a les moyens dont a disposé le pays. Mais quel est l'impact réel pour la population? Aucun. Il y a eu une petite transformation physique, des routes, certes, pas plus de 2000 km de routes, quelques bâtiments publics qui ont été construits ci et là, mais si vous visitez le pays... Des villes nouvelles qui ont été construites également, qui ont été créées. Une ville nouvelle dont la construction a été initiée et qui n'a pas abouti. Il y a, dans cette ville, on dénombre tout juste un hôtel international et quelques villas officielles. Il faut un peu plus que cela pour faire vivre une ville, pour créer une nouvelle ville. Pourtant, certains équato-guinéens affirment que l'école et la santé sont aujourd'hui gratuites. Loin de là, madame. Sur 100 écoles qui ont été construites en Guinée équatoriale, pas plus de 5 n'ont été construites par l'État. Donc, en termes d'infrastructures sociales, vous pouvez vérifier notre classement à l'index de développement humain. Nous sommes parmi les pires pays d'Afrique et donc du monde. Et avec la circonstance aggravante d'avoir été un pays très riche. Actuellement, l'État survit grâce à l'assistance financière du FMI, ce qui, en soi, est une infamie. C'est un paradoxe. Ouais. Un véritable paradoxe, madame. Juan Carlos Odorangue, un dernier mot. Quel est votre vœu pour la Guinée? Je souhaite que la communauté internationale introduise une dimension très importante dans les relations entre États. Il faut que la communauté internationale soit consciente de la situation dans laquelle se trouve la Guinée équatoriale de nos jours. Et pourquoi, à votre avis, ferme-t-elle les yeux? La communauté internationale ne ferme pas les yeux, mais la communauté internationale, elle est face à une politique de négation, à une politique négationniste, à une politique d'occultation, qui est l'œuvre d'un État qui en a les moyens. En face de cela, vous n'avez qu'une société civile qui ne lutte pas à armes égales avec la dictature. Je pense que c'est le paradoxe. Juan Carlos Odorangue, je vous remercie. Merci à vous.